Capsule 6 de biologie cellulaire, la signalisation hormonale. Alors, la signalisation par les hormones utilise deux types d'hormones, les hormones liposolubles qui traversent la membrane plasmique et les hormones hydrosolubles qui ne traversent pas la membrane plasmique et qui ont besoin donc d'un récepteur membranaire. Alors, les hormones liposolubles, donc comme ils traversent la membrane plasmique, donc leur récepteur se trouve en intracellulaire, ils sont soit cytosoliques, soit nucléaires au sein du noyau, ils s'y fixent et là, il y a plusieurs réactions qui vont avoir lieu dans la cellule pour avoir une réponse cellulaire. Alors, des types d'hormones liposolubles, ce sont les hormones stéroïdiennes ou hormones sexuelles ou cortisol, vitamine D aussi, l'aldostérone. Il y a aussi les hormones thyroïdiennes et certains facteurs de transcription. Alors, ces hormones liposolubles et leur mode et la transduction de leur signal cytosolico-nucléaire, vous les verrez en deuxième année en physiologie et en biochimie. Alors, les hormones hydrosolubles maintenant, c'est le cas de l'insuline, c'est-à-dire qui ne traverse pas la membrane plasmique, le glucagon, la growth hormone, la FSH, la LH, les GnRH, donc qui ne traversent pas la membrane plasmique tout simplement, qui utilisent des récepteurs membranaires qui sont des protéines transmembranaires, on les appelle les récepteurs hormonaux aussi, et qui sont généralement de type RCPG ou récepteurs couplés à des protéines G. Alors la protéine G, elle, c'est une protéine cytosolique, c'est-à-dire située sous la membrane plasmique. Elle est trimérique, constituée de 3 sous-unités alpha, bêta et gamma. Et elle est G, et on l'appelle G parce que c'est la grande protéine G de la famille des protéines G. Il y a les petites protéines G, on va les voir après, et la grande protéine G qui est celle-ci, qui est collée au récepteur, à ce récepteur-là, le RCPG avec ce domaine, on va le voir tout à l'heure. Et elle est G parce qu'elle est GTP dépendante, c'est-à-dire elle utilise l'énergie fournie par la GTP et non par l'ATP, c'est-à-dire par la guanosine triphosphate et non par l'adénosine triphosphate, qui sont deux molécules riches en énergie. Alors, le signal dans ce cas-là des hormones hydrosolubles sera transmis en intracellulaire en cascade en plusieurs étapes. On parle de transmission du signal ou transduction du signal aussi. Lors de cette transduction, des kinases, des protéines kinases y interviennent pour phosphoryler les molécules et les activer dans la cascade pour jusqu'à obtenir l'effet. Alors on va le voir sur un exemple. Par exemple, là on va prendre une hormone, d'accord? On va prendre une hormone donnée ici, par exemple, qui est, regardez là en rouge ici. Il va se fixer, on va l'appeler ligand, qui se fixe sur son récepteur RCPG, qui a la caractéristique d'avoir trois parties, une antenne en extracellulaire pour recevoir le ligand, l'hormone hydrosoluble, 7 domaines membranaires au niveau de la membrane 1, 2, 3, 4, 5, là les plis, vous comptez, ça sera 7. Et alors, un récepteur, une hormone, le récepteur d'une hormone H1 diffère du récepteur hormonal RCPG H2 grâce à la modification de certains acides aminés au niveau de ces 7 domaines. Alors la troisième partie qui est intracellulaire, elle fixe la protéine G qui au repos il est à côté, d'accord, se trouve à côté. Lorsque le ligand arrive, la protéine G est activée et elle partira. Là on voit que le récepteur est allumé parce que le ligand est là, l'hormone est là, il est allumé donc activé et il va donc aller vers, cette protéine activée, elle va se déplacer jusqu'à l'adénylate cyclase que vous voyez là en marron. Cette protéine-là, regardez là aussi activée, elle va donc dégrader l'ATP en AMP cyclique, d'accord? Et l'AMP cyclique dans la cellule va activer la protéine kinase A, qui est constituée de 4 sous-unités, 2 sous-unités la bleue catalytique et 2 sous-unités régulatrices. Au repos, les 2 sous-unités catalytiques sont liées aux 2 sous-unités régulatrices. Lorsque l'AMP cyclique se fixe, comme vous la voyez là, sur la sous-unité régulatrice, les 2 sous-unités régulatrices, ils vont se séparer de 2 sous-unités activatrices ou catalytiques qui vont, comme vous les voyez là, être activées, regardez-les allumées, et puis elles vont agir.
Dans le cas d'un exemple, de cet exemple H1, regardez la sous-unité, l'une des sous-unités, l'autre fait la même chose, va vers le noyau, elle va phosphoryler, comme c'est une kinase, elle va phosphoryler une protéine. Dans ce cas-là, la protéine phosphorylée est une crêpe, d'accord, qui était inactive à prophosphorylation, il devient active, elle se lie avec une autre molécule, et les deux vont aller sur le promoteur d'un gène, du gène cible, qui va s'activer, qui va s'exprimer, c'est-à-dire dans ce cas-là, il va être transcrit en ARN messager, et l'ARN messager, après, va aller donc être traduite dans le cytoplasme par les ribosomes pour donner une protéine. Donc, si on lit le texte là, il y a la fixation du ligand sur le RCPG, hydrolyse du GTP et donc phosphorylation de la protéine G qui va se déplacer jusqu'à la dénylacylase pour dégrader l'ATP pour donner l'AMP cyclique. Alors, l'AMP cyclique et la dénylacylase, c'est elle qui donne le nom à la voie pKa. Parce qu'elle dépend de l'AMP cyclique et de la dénylacylase. Alors, la kinase A donc va s'activer, elle va phosphoryler. Dans ce cas-là, on a vu une protéine, mais ça peut être un canal ionique, ça peut être une enzyme, et vous aurez une réponse cellulaire. Dans ce cas-là précis, la réponse cellulaire, c'est l'expression d'un gène. Alors, il y a plusieurs donc cibles de cette phosphorylation. Là, c'est la crêpe, mais ça peut être donc différents types de réponses cellulaires. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, regardez là, l'ALH, lorsqu'il se fixe au niveau de la thèque interne du follicule, au niveau qui va couvrir le follicule, par-dessus la granulosa. Au niveau des thèques, la LH se fixe sur son récepteur au niveau de la thèque interne qui est une thèque cellulaire, la thèque externe est fibreuse. Donc sur les cellules, il y a des récepteurs bien sûr type RCPG, ce qui permet donc d'activer la protéine G et la dénylacylase là, il saute les étapes, il montre là la production de l'AMP cyclique qui va activer la protéine kinase et la protéine kinase va activer une enzyme qui va transformer le cholestérol en testostérone. D'accord? Au niveau, ce testostérone va après vers la granulosa, un peu plus bas, il rentre dans les cellules de la granulosa, au niveau de la granulosa donc du follicule. Et la FSH, elle vient sur le récepteur de ces cellules de la granulosa. Et la même chose par la voie pKa, donc activation de la protéine kinase A, bien sûr, via la protéine G, via la dénylacylase et l'AMP cyclique. Donc la pKa activée, elle va activer elle aussi une enzyme qui va transformer la testostérone qui est arrivée de la thèque interne en œstradiol. Un autre exemple. Regardez, donc l'activation d'un canal. Là, tout à l'heure, on a vu donc l'activation d'une enzyme qui va catalyser des réactions chimiques. Alors, dans le cas de l'activation d'un canal, le ligand, donc une hormone, sur le RCPG, activation de la protéine G, d'accord, qui va se déplacer là, en totalité, c'est-à-dire de les trois parties alpha, bêta, gamma, ou juste une partie alpha, ou la gamma, ou le alpha, bêta, ou le bêta, gamma. Donc, c'est ça qui fait la différence d'une voie de signalisation d'une hormone à l'autre. Elle va se déplacer vers l'AC, la dénylacylase, qui dégrade l'ATP en AMPC. Là, il donne un peu plus de détails. Et l'AMPC va activer une kinase. Là, par contre, il saute l'étape kinase, et c'est la kinase qui va phosphoryler le canal, qui va s'ouvrir. Et regardez là les canaux qui vont entrer. Et ces canaux vont avoir un autre effet, des effets à l'intérieur de la cellule. Voilà la fin de cette capsule. Je vous remercie.